L'énergie à l'oreille. Bienvenue pour cette deuxième saison de l'énergie à l'oreille, le podcast qui décrypte le monde de l'énergie et l'actualité énergétique. Ce podcast est produit par GEG, fournisseur et producteur d'énergie renouvelable. Bonne écoute. Tendez l'oreille. GEG vous parle d'énergie. La data science, ou science des données, permet à une entreprise de tirer le meilleur parti des données brutes recueillies dans le cadre de ses activités. L'objectif étant de leur donner du sens en les transformant en informations utiles à ses décisions stratégiques. L'importance accordée par les décideurs à cette science est d'ailleurs, aujourd'hui, plus que jamais d'actualité. Si l'on en croit l'augmentation exponentielle du volume des données générées dans le monde, de 50 zeta-octets comptabilisés en 2023 à 100 prévus d'ici 2025. Mais qu'est-ce que la data science et à quoi sert-elle concrètement ? Pourquoi en parle-t-on autant aujourd'hui ? Comment peut-elle aider les entreprises à faire les meilleurs choix en matière d'investissement, d'achat et de développement ? En quoi est-elle incontournable par ailleurs dans le secteur énergétique ? Pour savoir à quoi sert concrètement la data science dans la feuille de route d'une entreprise, nous avons invité au micro de l'énergie à l'oreille Christelle Chénet, directrice de la transformation des services numériques à GEG, et Joachim Villot, expert en data science à GEG également. Bonjour Christelle. Bonjour. Et bonjour Joachim. Bonjour Isabelle. Merci de participer tous les deux à cet épisode dédié aujourd'hui à la data science. Christelle et Joachim, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que la data science ? La data science est un mélange, je dirais, de méthodes mathématiques et informatiques. C'est un couple, tout simplement. C'est utilisé pour exploiter, analyser ou même déduire des informations qui sont contenues dans les données. Elle est souvent associée à des données que l'on dit massives, à l'analyse de ces données, et aux techniques d'apprentissage automatique, comme le machine learning ou le deep learning. Et souvent, on dit dans notre métier, c'est ce qu'on appelle le big data. Quelle est la différence entre machine learning et deep learning ? Alors, avant d'aborder ça, au fait, on va juste parler de la méthode, des étapes qu'un data scientist est amené à faire pour résoudre un problème. La première chose, c'est poser le problème, parce que c'est basique, on l'entend comme ça, tout le monde sait poser un problème, mais la plupart du temps, quand on fouille, on se rend compte que la plupart des problèmes sont mal posés. Donc, première chose, on pose vraiment le problème et on identifie les données qui peuvent permettre de résoudre ce problème-là. C'est la première étape. Deuxième étape, on commence à analyser et à explorer ces données, à les corriger, à les formater, pour ensuite tirer des algorithmes qui permettront de trouver des solutions aux problèmes posés. Maintenant, venons aux méthodes et aux algorithmes qui permettent de faire ça. Il y a plusieurs façons d'aborder le problème. On peut l'aborder sous forme de modèles statistiques ou modèles mathématiques, mais depuis quelque temps, on peut utiliser des méthodes d'apprentissage et des algorithmes qui permettent de se baser sur les données passées et pour définir une solution au problème qui se pose maintenant en se basant sur ce problème qui s'est posé déjà dans le passé avec des indicateurs. Donc finalement, c'est ce que disait Christelle tout à l'heure, le machine learning et le deep learning, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Donc une technique d'apprentissage automatique pour donner du sens aux données brutes récoltées par l'entreprise. Exactement. Soit donner du sens, soit résoudre un problème posé en se basant sur l'historique des données qu'il y avait dans l'entreprise. En se basant sur l'expérience déjà acquise C'est ça. auparavant. Pourquoi en parle-t-on autant aujourd'hui de cette data science ? Alors, en fait, ça date pas d'aujourd'hui. C'est qu'en fait, les algorithmes qu'on utilise actuellement datent de très longtemps. Il y en a même qui datent de 1950. Mais seulement, c'est que entre-temps, il y a eu une déception due à l'engouement des premiers résultats. Et il y a plusieurs algorithmes, mais les machines n'étaient pas en phase. C'est-à-dire que ça demandait tellement de temps de calcul que du coup, le temps d'avoir la solution, le problème est déjà passé, quoi. Donc du coup, il y avait que les grands groupes
pharmaceutiques, de banques, etc., qui avaient des calculateurs qui permettaient d'utiliser ces algorithmes. Donc des machines assez puissantes pour pouvoir Voilà. analyser l'ensemble des données. Exactement. Donc aujourd'hui, on en parle parce que l'informatique a évolué d'une manière exponentielle et que les capacités de calcul des machines actuelles permettent d'implémenter ces algorithmes sur des machines dites standards. Et aussi parce que ces algorithmes-là ont été démocratisés. C'est qu'au fait, les langages informatiques ont tellement évolué que appréhender ces problématiques informatiques ou mathématiques devient un peu plus facile pour tout le monde. Tout le monde peut s'approprier ces algorithmes, les appréhender et les implémenter. Donc grâce à l'évolution des techniques informatiques, Exactement. toute entreprise qui le souhaite peut, à son échelle, utiliser la data science dans ses choix stratégiques, tout en y incluant, bien évidemment, en amont, si j'ai bien compris, la gouvernance des données. Et là, je m'adresse à toi, Christelle. Pour avoir de bonnes conclusions et de bonnes analyses en termes de data science, je pense qu'il faut avoir une bonne qualité des données avant tout, et ça passe par la gouvernance des données. Tout à fait, Isabelle. Peut-être en termes d'étapes, si on peut démarrer tout simplement par une définition, hein, qu'est-ce qu'on entend par gouvernance des données? C'est tout simplement, si on se fie un petit peu à Wikipédia de façon très simple, un ensemble de processus, de règles, de rôles, de normes, je dirais, et de métriques qui permettent d'assurer une utilisation efficace et efficiente surtout des informations au sein des entreprises. Son objectif, il est très simple. Il est de garantir tout simplement la qualité, mais aussi la sécurité de cette donnée. Alors comment on fait pour avoir une bonne qualité de données, justement? Bonne question. Déjà, cette qualité de données, elle répond à une question, laquelle? Qui peut faire quoi? Sur quelles données et dans quelle situation et surtout comment? On dit souvent, et c'est d'autant plus vrai chez un énergéticien, que le métier est responsable du contenu et du sens de cette donnée. Si je devais vous donner un exemple un peu concret, le fournisseur, il est responsable de la donnée client. Et du respect de la RGPD et de l'utilisation des données que nous ont confiées nos clients au sein de leur contrat d'énergie, en fait. Tout à fait. La finance, la même donnée client, mais pour le coup, la finance va être responsable de l'entité facturée de ce client-là. Voilà. Le service informatique est quant à lui responsable du contenu de cette donnée, ce qu'on appelle le réceptacle, qui peut être un entrepôt de données structuré, on appelle ça un data warehouse, ou bien un entrepôt déstructuré, qu'on appelle data lake. Donc chaque métier est responsable des informations qu'il peut recueillir dans son cœur de métier, en gros. Dans son cœur de métier, tout à fait. Et le service informatique, il est responsable du transfert de cette responsabilité, de cette même donnée, depuis le système d'information du fournisseur jusqu'à celui de la finance, dans l'exemple que je viens de vous donner. Alors, contrairement aux idées reçues, Isabelle, la gouvernance de la donnée, elle ne nécessite peu, voire pas, d'outils. Voilà. Elle repose tout simplement sur une animation, en général au sein des métiers, de la mise en qualité de la donnée, qui est en général composée d'attributs. Donc finalement, comment est-ce qu'on anime la gestion des données au sein des métiers que tu viens de nous lister? Joachim va peut-être vous donner des exemples un peu plus concrets dans le secteur de l'énergie. J'ai intégré le groupe depuis quelques mois maintenant et si je voulais vous faire un petit retour d'expérience sur mes précédents domaines, je donnerais plutôt un cas d'usage bien concret dans le secteur pharmaceutique. Avant de se lancer dans l'aventure de la gouvernance, la donnée d'entreprise, qui est le vaccin, l'entreprise et le comité de gouvernance avaient travaillé sur ce qu'on appelle un use case, un cas métier. L'enjeu était de réconcilier la donnée de production du vaccin, dont les souches et fabrications varient chaque année, avec les données réglementaires. Vous le savez, extrêmement contrôlées par les organismes de santé, l'OMS. Donc, vous faisiez matcher en fait les données pour fabriquer donc ce fameux produit avec les données réglementaires qui étaient régulièrement remises à jour par les instances gouvernementales. Tout à fait. L'objectif était tout simplement d'accélérer la mise sur le marché de production de vaccins avec un passage aujourd'hui de 18 mois à 12 mois, voire 6 mois.
Ce programme, il a nécessité l'animation et ce qu'on appelle la gouvernance des données des acteurs métiers suivants. Déjà, tout d'abord, des sites de production. Donc, on en avait 5 un peu partout, je dirais, en France et puis sur la plaque des États-Unis. Nous récupérions les articles, les recettes des vaccins sous SAP et animions les équipes de production sur certaines caractéristiques nommées attributs. Nous avions également des souches constitutives de ces vaccins. Et ce qui est important aussi et qu'on oublie, c'est que sur ces propres vaccins, vous avez sur le packaging du vaccin certaines données qui sont extrêmement importantes pour les données réglementaires comme la température, les conditions de conditionnement de ce vaccin, qui sont obligatoires sur les boîtes que vous trouvez en pharmacie. Le rôle de l'équipe projet était tout simplement de mesurer la qualité auprès de chaque département des données dont il est maître. Le D'accord. packaging, la température, les conditionnements de ce vaccin, puis de les stocker. Donc un contrôle quelque part de la qualité des données, Tout à fait. d'où l'importance de la gouvernance des données. Voilà. Et l'équipe informatique stockait toutes ces informations-là sous forme de agrégées. Et si je devais vous donner une image, Isabelle, agrégée avec, je dirais, sous forme d'un golden record. Donc un élément extrêmement riche de la donnée du vaccin. L'énergie à l'oreille. Donc là, Christelle, tu viens de nous donner un exemple de l'importance de la gouvernance des données dans le monde médical. Je me tourne à présent vers Joachim. Joachim, toi en tant que data scientist au sein de GEG, expert en data science, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi la gouvernance des données, justement, est essentielle dans notre métier d'énergéticien aujourd'hui ? Je vais peut-être donner 2 exemples. Le premier porte uniquement sur, par exemple, le service marketing qui demande à savoir si on peut prédire les déménagements. Alors, on commence par analyser le problème et on se rend compte qu'au fait, le service marketing avait déjà beaucoup de pistes. Savait, par exemple, que la plupart des clients qui déménageaient, souvent, c'était des étudiants qui, après avoir fini un cycle, par exemple le premier cycle, allaient partir sur un deuxième cycle, un master 1 ou master 2, et souvent changer de ville, et donc résilier leur contrat et partaient dans une ville où on les a acceptés pour continuer leurs études. Donc, on s'est dit, on va alors pister, par exemple, les étudiants. Mais seulement, on doit trouver ces informations dans notre base de données client. Et du coup, première chose, c'est qu'on se dit, est-ce que dans notre base de données, il y a quelque chose qui caractérise les étudiants ? On s'est dit oui, puisqu'il y a un champ catégorie socio-professionnelle. On regarde et on se rend compte qu'au fait, ce champ, il n'est pas mis à jour. Et on a des gens qui, à un moment donné, ont été étudiants. On n'a pas fait de modification et dans la base, restent étudiants à vie. D'où la nécessité de nettoyer les bases de données Voilà. pour Et avoir des c'est données très exactes. important parce que du coup, on a beau avoir les algorithmes, on a beau avoir les méthodes, si le métier n'est pas au courant de l'utilisation de ces datas et ne le met pas à jour parce que justement on aurait besoin pour faire d'autres analyses, eh bien on peut rien faire. Donc c'est ce que disait Christelle. Quand Christelle, tu parlais d'animation, de la gestion des données, c'est bien ça. C'est un bien exemple ça. concret. Tout à fait. C'est un exemple concret. À partir de là, on se dit, au lieu de prendre la catégorie socio-professionnelle, par exemple, on va prendre les dates de naissance. C'est pas juste, mais c'est une approximation. Et à partir de là, on pourrait cibler une population. Non, on ne peut pas non plus parce que cette donnée-là étant obligatoire et puisqu'on ne l'utilise pas dans le quotidien de gestion du client, cette donnée était fausse. Et il y avait beaucoup d'années de naissance qui étaient fausses. Donc du coup, on ne pouvait même pas cibler des jeunes entre 18 et 25 ans. L'idée, au départ, était une très bonne idée. Et à la fin, on n'avait pas assez de données pour l'implémenter. Voilà, donc on rentre dans la frustration. Et donc, on se dit, la première chose à faire,
c'est déjà de nettoyer les données. Donc de façon à ce que les données brutes que l'on récolte soient exploitables pour permettre à l'entreprise de faire les choix stratégiques qu'elle se donne les moyens de vouloir faire. Et ça rejoint ce que Christelle dit, c'est qui fait quoi avec quelles données. Qui met à jour les données, qui les transporte, les nettoie pour qu'on puisse l'utiliser, pour répondre à un problème concret d'un métier. Dans un épisode précédent, on a parlé justement de la précarité énergétique et des différentes solutions d'accompagnement qu'on peut proposer aux personnes qui sont dans cette situation de précarité. Qu'est-ce que la data science peut apporter justement dans la recherche de ces solutions ? Isabelle, si tu te rappelles, l'année dernière, GEG a organisé un colloque sur la data science et la précarité énergétique. Tout à fait. Où justement, on a rassemblé autour d'une même table les protagonistes qui étudient le sujet. Donc, on avait la CCAS, on avait l'université Grenoble-Alpes, et puis on avait les acteurs de précarité énergétique, tels que l'ADEME, qui étaient présents à ce colloque. Donc, du coup, on a étudié, entre guillemets, de la même manière que je disais tout à l'heure, que si des faits se sont passés et qu'il y a des faits similaires qui se passent, la data science permet de dire que parce que ça s'est passé et que la personne est tombée dans la précarité, là, il y a un individu qui vit la même chose et donc ce serait bien de s'intéresser à son cas et donc de l'aiguiller vers des structures sociales dont c'est le travail, comme la CCAS, parce que nous ne savons pas chez GEG peut-être comment appréhender ces types de problèmes, mais il y a des structures partenaires adaptés qui, eux, savent bien étudier ces cas. Le but, c'est de chercher des cas similaires pour potentiellement le proposer à ces structures qui, eux, ont la délicatesse et tout le savoir-faire pour appréhender ces sujets qui sont des sujets d'actualité, mais qui sont des sujets à ne pas prendre à la légère. Donc finalement, Joachim, si je comprends bien, tout du moins au sein de notre métier d'énergéticien, la data science est quelque part primordiale dans certains métiers spécifiques. J'entends par là le marketing, l'achat d'énergie. Je pense qu'au niveau achat énergétique également, la data science est importante. Tout à fait, mais intuitivement, nos expressions du quotidien. On dit souvent les mêmes causes produisent les mêmes effets, les faits sont têtus. En fait, la data science utilise ça. Et les algorithmes d'apprentissage, au fait, intuitivement, se basent sur ces mêmes principes. C'est-à-dire qu'en fait, quelque chose qui s'est passé et qui a des indicateurs similaires à quelque chose qui se passe aujourd'hui, avec les informations du passé que j'ai recueillies, je suis à même de l'appréhender, de mieux l'appréhender que si je n'avais aucune information. La data science sert à ça. Et donc, c'est pour ça que quand on veut tout simplement mieux appréhender le futur, en se basant sur les données du passé et du présent. On n'a pas une boule de cristal, on est bien d'accord, hein, c'est pas le jeu de regarder dans la boule et de voir ce qui va se passer, c'est quelque chose de très mathématique, de très scientifique, d'où la science des données bien sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce que la data science permet pour un énergéticien de faire des choix? En quoi elle permet d'orienter en fait ou de concrétiser des actions Alors, en achat d'énergie, pour faire simple, c'est qu'en fait, nous devons acheter de l'énergie pour nos clients. Pour cela, nous devons savoir ce que consomment nos clients. Nous devons estimer ce que consomment nos clients pour demander à ce qu'on transite la même quantité d'énergie vers nos clients. Donc, si nous surestimons ce que consomment nos clients, il y aura de l'énergie qu'on va acheter,
mais surtout l'électricité qu'on ne va pas pouvoir stocker. Et donc, au fait, ce qui constitue un écart, une perte. Si on sous-estime, c'est qu'au dernier moment, on va devoir acheter de l'énergie au prix fluctuant sur le marché, et donc avec un risque maximal. Et donc, au fait, le but, c'est d'acheter au plus juste les besoins de nos clients. Donc, acheter au plus juste, c'est de se dire, par exemple, que nos clients ne consomment pas de la même manière le lundi ou le week-end, ne consomment pas suivant que c'est une industrie ou un particulier. Et tout ça, on doit l'appréhender. Et suivant la météo, quand il fait froid, quand il fait chaud, ils ne consomment pas de la même manière. Donc, toutes ces informations, on doit les recueillir, les identifier pour dire, avec ces informations-là, mes clients ont consommé tant. Et si j'ai des informations similaires, il est fort probable qu'ils consomment autant. Et donc, on utilise ce qu'on appelle les arguments, c'est-à-dire les indicateurs, et puis on utilise la probabilité. Et avec ça, on dira à nos acheteurs, pour demain, il vaut mieux acheter telle quantité. Et si eux se sont déjà approvisionnés d'une quantité, ils font l'écart et ils ajustent pour le lendemain. Là, par exemple, c'est quelque chose qu'on a implémenté au sein du DREAM, du département risque énergétique et approvisionnement marché de GEG, et qui règle nos achats d'énergie ou nos ajustements d'ordre d'achat pour le lendemain. On a bien compris, la data science en fait sert à beaucoup de cœurs de métier, des métiers support, des métiers un peu plus techniques. Mais la data science en fait recueille l'ensemble des données. Comment est-ce qu'on peut être sûr que ces données soient sécurisées d'un point de vue RGPD ? Alors, je crois, Isabelle, qu'il peut y avoir, en tout cas c'est le cas dans ta question, une confusion entre la notion de RGPD et la sécurité. Peut-être pour te donner un éclairage, le RGPD, c'est une notion réglementaire sur la donnée, entre guillemets, de l'individu, ce qui le caractérise et qui doit être protégé au sens strict du terme. La sécurité, dans notre métier et dans mon métier, c'est plutôt la sécurité au sens infrastructure. Est-ce qu'on a accès, entre guillemets, aux environnements, à la donnée en tant que telle ? Est-ce que ma donnée, elle est hébergée en interne au sein de l'entreprise ou bien dans des clouds privés ou publics ? C'est pas tout à fait la même chose. Sécurité, on parle d'accès. Le RGPD correspond aux caractéristiques d'un individu. D'accord, donc il y a le côté sécurité d'une part pour éviter de se faire hacker nos données. Tout à fait. Et de l'autre, la protection des données, mais d'un point de vue, je dirais presque individuel, pour chaque personne qui nous confie ces données, c'est-à-dire de lui garantir le fait qu'on n'utilise pas ces données à mauvais escient. Tout à fait. J'ai une dernière question concernant l'intelligence artificielle. Alors là, je me retourne vers Joachim. Alors peut-être que je fais aussi une confusion. Intelligence artificielle, data science, est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que l'une se nourrit de l'autre ? Alors, je dirais plutôt l'une se nourrit de l'autre. Alors, actuellement, mais le vocabulaire évolue très rapidement. Mais actuellement, on appelle l'intelligence artificielle IA, donc qui est tout ce qui est apprentissage. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux catégories d'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle prédictive, donc qui se base sur l'apprentissage pour prédire, un exemple, la consommation du lendemain, par exemple. Et il y a l'IA qu'on appelle générative, qui, elle, entre guillemets, crée. L'exemple le plus connu, c'est ChatGPT, pour ne pas faire de la publicité, mais que tout le monde connaît. C'est tout simplement des algorithmes qui permettent de créer du contenu à partir des questions qu'on pose sous forme de ce qu'on appelle prompt. Donc on lui pose des questions, il se base sur le recueil de données sur le web public et à partir de là, construit une réponse. Et cette réponse-là, elle est alors basée sur la probabilité. Donc c'est la réponse la plus probable à la question posée. Donc c'est pour ça que l'IA générative fait des erreurs. Parce qu'au fait,
il construit avec des probabilités. Et donc, il faut être très, très prudent sur l'utilisation des réponses données par l'IA, puisque c'est avec des probabilités. Par contre, la data science n'utilise pas que les méthodes d'apprentissage. La data science utilise des méthodes de modélisation de données, utilise justement toutes les méthodes d'apprentissage, mais toutes les méthodes de modélisation statistique qui existaient, par exemple les méthodes de prévision, les séries temporelles, ce qu'on appelle l'analyse en composantes principales, qui sont des domaines de statistiques, ou bien tout simplement la programmation linéaire, qui sont du domaine des mathématiques. Donc la data science utilise tous ces outils pour répondre à un problème métier posé. Donc, si je comprends bien ce que tu expliques, Joachim, la data science, à la différence de l'intelligence artificielle, analyse, calcule, étudie pour apporter une réponse à un problème donné. Exactement. Et l'IA est un outil du data scientist. Eh bien, merci Christelle. Merci Isabelle. Et merci Joachim. Merci Isabelle. De nous avoir expliqué pourquoi et comment la data science peut aider les entrepreneurs et décideurs à faire le meilleur choix dans leur prise de décision stratégique, à condition bien sûr que cette discipline soit pilotée dans le cadre d'une gouvernance et d'une gestion globale des données, à la fois correcte et qualifiée. L'énergie à l'oreille. Un grand merci de nous avoir écoutés en intégralité. L'énergie à l'oreille revient très vite pour un prochain épisode. Retrouvez aussi notre article dédié à ce sujet sur notre blog, ainsi que les différentes ressources via le lien en description du podcast. Tendez l'oreille. GEG vous parle d'énergie. Et si vous l'avez apprécié, partagez-le autour de vous et laissez-nous votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. À bientôt!